Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question à laquelle j'ai été confronté la dernière fois en échangeant avec un de mes proches au sujet des crypto-monnaies et plus spécifiquement par rapport au Bitcoin. Et cette personne justement me posait pas mal de questions sur le marché des crypto-monnaies, est-ce que c'était le bon moment pour investir, etc. Et il m'a dit concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec mes Bitcoins? Admettons que demain je me lance sur le marché des crypto-monnaies, que je souhaite en acheter. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire quoi? Est-ce que je pourrais le dépenser? À quoi ça sert aujourd'hui clairement d'en avoir? Et pourquoi je déciderais de l'acheter si ce n'est que au niveau spéculatif comme on peut le voir aujourd'hui au sein de ce bull run? Donc l'idée de cette vidéo, c'est de donner tout simplement mon retour d'expérience et puis les informations que j'ai pu lui donner, parce que je trouvais qu'en tout cas l'échange qu'on avait eu ensemble c'était intéressant et c'est d'ailleurs peut-être une question que vous vous êtes déjà posée. Alors bien évidemment on a tous une vision qui peut différer les uns des autres de comment on va voir en fait le marché des crypto-monnaies et plus spécifiquement Bitcoin. Moi je sais qu'aujourd'hui je vois Bitcoin comme étant l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs, mais comme étant un moyen, en tout cas pour moi, de pouvoir protéger une partie de mon capital et une partie de mon pouvoir d'achat sur le long terme. Alors, peut-être que certains, ça ne sera absolument pas leur cas, en tout cas c'est ma vision, et je le vois vraiment comme étant l'équivalent d'une banque 2.0. C'est-à-dire que si on prend les retours sur investissement depuis sa création, si on annualisait les retours sur investissement de Bitcoin, on serait en moyenne sur 200% de retours sur investissement en moyenne. Quelquefois on est à plus, quelquefois on est à beaucoup moins, mais en moyenne on serait sur du 200% annuel. Est-ce que ça va diminuer avec le temps? Je pense, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une classe d'actifs qui reste une goutte d'eau dans l'océan financier. Si on le compare par rapport au marché, au marché dérivé, clairement c'est même pire qu'une goutte d'eau, le marché des crypto-monnaies n'existe pas. Mais si on prend le cas par exemple du stock market, donc du marché des actions, du marché de l'immobilier, etc., encore une fois le marché des crypto-monnaies ça représente vraiment rien du tout. Donc forcément qu'on a une volatilité beaucoup plus importante, mais la volatilité c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque qui dit, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cette volatilité, mais si on veut obtenir des gains, en effet, si on a une volatilité comme ça qui va vers le haut, c'est quand même plus intéressant, il y en a obligé de passer par là si on veut obtenir des gains. Le plus intéressant c'est de voir la dynamique sur le long terme, et on voit que clairement depuis la création de Bitcoin, on est vraiment sur une dynamique très très haussière depuis sa création. Donc comme je le disais, on a quand même depuis sa création un retour sur investissement de plus de 200% annualisé. Donc quelquefois c'est plus, quelquefois c'est beaucoup moins. Et en plus de ça, on sait, si vous avez déjà commencé un petit peu à investir, peu importe où vous vous situez sur la planète, la plupart du temps, vous allez payer vos taxes à partir du moment où vous allez vraiment noter vos plus-values, c'est-à-dire que vous allez vendre vos crypto-monnaies, vous allez encaisser vos gains. Demain, j'investis sur les marchés financiers, j'achète du Tesla, Tesla augmente, fait x2, x3, je décide de vendre, là je vais payer mes plus-values à l'État, en fonction de où est-ce qu'on va se situer. Il y a des pays qui exemptent les impôts sur les plus-values, mais ça reste quand même relativement rare. Si vous vous situez en France aujourd'hui, par exemple sur le marché des crypto-monnaies, vous êtes sur du 30%, c'est une flat tax de 30%, donc vous allez payer 30% sur votre plus-value. Et donc, si on reprend ces 200% annualisés et si vous aviez détenu et gardé vos bitcoins sur le long terme, vous n'avez pas fait de trading, vous avez simplement holdé vos crypto-monnaies et plus spécifiquement du BTC, vous n'avez pas payé d'impôts en fait tout simplement. Donc moi je le vois vraiment comme étant une banque 2.0 qui est capable de vous rémunérer bien plus que les banques traditionnelles, parce que si aujourd'hui vous placez vos bitcoins sur une banque dinosaure comme je les appelle aujourd'hui, non seulement vous n'allez pas être maître de votre propre argent, mais en plus de ça vous allez perdre de l'argent, parce que les retours qu'on vous donne aujourd'hui, les retours sur investissement que vous allez avoir, c'est pas avec votre livret A, votre livret jeune ou même votre assurance vie que vous allez obtenir des rendements intéressants. Donc Bitcoin en tout cas ça prend tout son sens, parce que d'un côté si vous épargnez tous les mois même une partie de votre capital sur Bitcoin, l'histoire montre quand même que ça aurait pu être une bonne décision, peu importe le moment où vous avez acheté, du moment où vous avez été régulier, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Par contre à partir du moment où on s'amuse à faire du trading ou autre, là ça devient une toute autre histoire. Donc moi je sais que d'un point de vue personnel je le vois vraiment comme ça, un moyen de pouvoir me protéger, parce qu'on connaît sa politique monétaire. On voit qu'on est quand même sur une tendance extrêmement haussière, et qu'en plus de ça, si on détient ces crypto-monnaies-là sur le long terme et qu'on ne fait pas n'importe quoi, ça nous permet d'avoir des retours sur investissement extrêmement intéressants, et en plus de ça, de ne pas payer d'impôts sur les plus-values qu'on a. Alors bien évidemment, la question qui se pose, et ça venait du discours en fait que j'ai pu avoir avec cette personne, et notamment d'où le sujet de cette vidéo, ça sert à quoi en fait d'avoir des bitcoins si demain je peux rien en faire avec? Parce que à la base, si je détiens du bitcoin et que je décide de ne jamais le dépenser,
au final il me sert à rien, c'est que des plus-values latentes, et si demain, je dis une bêtise, mais c'est des centaines ou voire des millions d'euros, ça me sert à quoi? Je vais avoir des chiffres sur mon compte en banque, donc ça ne me change pas trop de ce que je peux retrouver aujourd'hui. Alors vous pouvez vous dire, dans le premier cas par exemple, en effet, j'ai fait une plus-value qui est importante, je décide de vendre une partie de mes bitcoins par exemple, j'en récupère une partie en fiat, et puis avec ces fiat là, je me fais plaisir, je paye mes impôts bien évidemment, et puis je me fais plaisir, je vais aller voyager, je vais acheter ce que je veux, et je vais pouvoir acheter des produits ou des services. Bon, ça c'est le premier cas, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus optimisé. Le second cas, c'est de dépenser directement ces bitcoins. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, j'ai pas forcément envie de passer en fiat, je peux très bien décider aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de dépenser ces bitcoins tout de suite. Il y a par exemple Tesla dernièrement qui permet d'acheter des véhicules sur leur site directement à partir de bitcoin. Donc pourquoi pas? Je suis persuadé que dans les temps à venir, il y aura de plus en plus d'entreprises qui permettront à leurs clients d'acheter des produits ou des services directement chez eux à partir de Bitcoin. Parce que quand on voit l'évolution de ce marché-là et puis le peu de supply en fait qu'on a aujourd'hui sur le marché, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui y verront une bonne opportunité, et donc je vois vraiment une ouverture en tout cas de ce côté-là dans les années à venir. Par contre, je vous en avais déjà parlé sur une de mes vidéos, vous connaissez sans doute la loi de Gresham, et cette loi de Gresham, vous pourrez taper ça sur Google et vous verrez que sur Wikipédia, il y a pas mal d'articles là-dessus. Et cette loi, elle explique tout simplement que lorsqu'on met en compétition deux types de monnaie, la plus mauvaise monnaie va chasser la meilleure. Et ça, on a pu le voir sur les précédentes années. Avant, on faisait des transactions notamment avec de l'or, tout simplement avec de l'or, de l'argent. Et on sait que l'or, depuis des milliers d'années, c'est vraiment acquis, c'est une réserve de valeur et c'est une bien meilleure monnaie que les monnaies fiat qu'on a aujourd'hui. Et donc, pourquoi on a décidé de passer sur des monnaies fiat et pourquoi aujourd'hui on fait des transactions avec des billets par exemple, et puis surtout avec notre carte bancaire avec les monnaies fiat, plutôt qu'avec de l'or ou de l'argent? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de pouvoir le faire. C'est beaucoup plus simple de pouvoir échanger des billets plutôt que d'arriver avec notre lingot ou avec notre pièce d'argent. C'est beaucoup moins facilement transportable, c'est plus difficilement divisible également, etc., etc. Et puis en plus de ça, on le voit par exemple plus spécifiquement avec Bitcoin. Si vous aviez au départ échangé vos Bitcoins, même comme la première personne qui a échangé 10 000 Bitcoins pour une seule pizza, quand vous avez une monnaie qui continue en fait depuis plusieurs années de prendre énormément de valeur, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la situation de cette personne il y a plusieurs années. Vous n'avez pas envie d'être la personne qui a dépensé 10 000 bitcoins pour une pizza. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que Bitcoin, ça devient de plus en plus une véritable valeur qui a vraiment une valeur importante auprès des personnes et de la communauté qui utilise tout cet écosystème, on préfère garder la bonne monnaie, donc en l'occurrence Bitcoin et notre or, on va le garder chez nous, et puis on va dépenser la mauvaise monnaie. Parce que de toute façon, cette mauvaise monnaie, en plus de ça, c'est plus simple de faire des transactions avec, mais en plus, elle perd de la valeur. Alors que notre or, notre argent, ça conserve notre pouvoir d'achat avec le temps, et en plus, Bitcoin, aujourd'hui, on voit que non seulement ça le protège, mais en plus de ça, ça nous en fait gagner. Donc pourquoi vous irez dépenser quelque chose qui vous ferait gagner du pouvoir d'achat, alors que vous pourriez le garder, et puis dépenser quelque chose qui de toute façon en perd. Donc c'est ça un petit peu cette loi de Gresham. Alors pourquoi je raconte tout ça? Tout simplement parce que pour beaucoup de personnes, lorsqu'on achète du Bitcoin ou quand on investit sur le marché des crypto-monnaies, forcément il faut qu'on l'utilise pour faire quelque chose. Soit on va vendre nos bitcoins pour les transformer en fiat et puis après on va acheter des produits ou des services par exemple, ou alors lorsqu'on a des bitcoins on peut directement acheter, comme par exemple le cas pour les voitures Tesla, dépenser directement nos bitcoins pour acheter d'autres produits ou d'autres services. On est toujours dans une logique de consommation. Et en fait, l'idée du marché des crypto-monnaies, et surtout quand on le prend au niveau des lentilles de la réserve de valeur, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le milieu de la consommation, où il faut toujours consommer, consommer, consommer. Et en effet, quand on est dans le marché fiat, c'est-à-dire que si vous avez votre monnaie qui perd de la valeur à chaque fois avec le temps, si vous investissez pas et que vous gardez uniquement sur votre compte en banque, en effet, si vous avez votre pouvoir d'achat qui diminue avec le temps, plus vous le dépensez vite, meilleur sera votre pouvoir d'achat. Parce que si aujourd'hui vous investissez pas, le pouvoir d'achat que j'ai aujourd'hui, il sera plus intéressant que si je garde mes euros pendant encore 10 ans. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Par contre, avec Bitcoin et puis même avec la réserve de valeur de manière générale, c'est absolument pas le cas. Si vous avez déjà investi dans de l'or ou de l'argent, par exemple, vous ne vous posez pas la question de tiens, est-ce que avec mon or, avec mon lingot, je vais m'acheter une voiture ou quoi que ce soit. Non, parce que le but principal de l'or ou de l'argent, au-delà de l'aspect industriel,
si je parle vraiment de l'aspect investissement, c'est de protéger votre actif et de jouer le rôle de réserve de valeur. Donc vous ne posez pas de questions, vous le mettez dans un coffre et puis vous le sécurisez. Ça permettra de sécuriser votre patrimoine et puis de sauvegarder une partie de votre pouvoir d'achat sur le long terme. Pour Bitcoin, c'est la même chose, mais sous stéroïdes, parce qu'on en est beaucoup plus à un état encore spéculatif aujourd'hui. Mais vu les résultats qu'il y a eu sur ces 10 dernières années, en tout cas, ça prétage vraiment quelque chose d'extrêmement positif sur le long terme. Là où je voulais en venir dans cette vidéo, ça a mis quand même pas mal de temps pour y arriver, c'est de vous amener à réfléchir à une troisième stratégie. Parce que quand on le voit à travers les lentilles justement de la réserve de valeur, ce à quoi on voit de plus en plus Bitcoin risque de devenir, en tout cas, il aspire de plus en plus à devenir cette réserve de valeur 2.0. Il y a une troisième alternative qui est souvent négligée par la plupart des investisseurs et qui est pourtant très utilisée par les personnes qui sont les plus riches aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes comme Elon Musk, Warren Buffett, etc., ou même Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy, il en a parlé dernièrement, il disait que les réserves de valeur, ou quand vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, admettons Elon Musk, demain il veut aller emprunter de l'argent à la banque, on va pas, déjà il va pas du tout avoir le même scoring bancaire que vous, mais en plus de ça, il va pouvoir donner sous séquestre, par exemple, une partie de ses actions Tesla sans les vendre. C'est-à-dire qu'il va aller à la banque, il va dire, voilà, aujourd'hui j'ai 100 000 actions Tesla, par exemple, et du coup, j'aimerais emprunter 3 milliards. Est-ce que vous me les prêtez, oui ou non? On va leur dire, ok, par contre, la banque, elle va vouloir avoir une garantie sur l'argent qu'elle va prêter. Donc, pour éviter à Elon Musk de vendre une partie de ses parts, de payer des impôts, etc., lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir emprunter cet argent-là, le faire fructifier, pouvoir l'investir, développer son entreprise, avoir un rendement sur son capital, payer les intérêts, sans vendre tout simplement ses actifs. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner sous séquestre et il va donner en garantie à la banque une partie de ses actions Tesla, mais ça peut être de l'immobilier, ça peut être peu importe. Donc, il va donner sous séquestre une partie de ses actifs. La banque va lui prêter de l'argent. Lui va le faire fructifier. Il va gagner de l'argent. Il va faire fructifier son capital. Il va rembourser son emprunt. Et en plus de ça, il n'aura pas vendu ses actions. Donc, en fait, ça lui permettra que si ses actions augmentent, de gagner de l'argent sur son capital, donc de diminuer la dette qu'il a pu contracter auprès du collatéral qu'il a pu porter, parce que forcément, si demain j'emprunte 100 000 euros et que je donne 1 million d'euros en collatéral, donc j'ai 10%, j'ai emprunté 10% de mon collatéral, mais si mon collatéral demain, il vaut pas 1 million, mais il vaut 10 millions, en réalité, j'ai pas pris 10%, mais j'ai pris que 1% de mon collatéral, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi pour le rembourser. Et en fait, pour Bitcoin, alors aujourd'hui ça reste encore assez spéculatif, mais admettons que demain ça devienne la réserve de valeur 2.0, et on le sait, aujourd'hui, Bitcoin, contrairement à toutes les autres classes d'actifs, ça ne varie pas en fonction, j'ai envie de dire, l'offre ne va pas varier en fonction de la demande. L'or, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'or, en effet, c'est une réserve de valeur, mais si demain le cours de l'or augmente, vous allez avoir des entreprises qui vont avoir la possibilité d'aller chercher d'autres minerais et d'avoir des expéditions qui n'étaient pas rentables auparavant pour un certain prix, mais qui vont le devenir par la suite, et qui vont justifier cette intervention pour ouvrir de nouvelles mines, par exemple pour déterrer de l'or et en amener de nouveau sur le marché, parce que c'était pas rentable avant, mais que ça l'est aujourd'hui. Du coup, une hausse de la demande va faire une hausse du cours. Cette hausse de cours va augmenter l'offre parce que ça va justifier la création de nouvelles entreprises. Il y a des entrepreneurs qui vont créer ces nouvelles entreprises-là, qui vont aller chercher des nouveaux minerais, etc. Ce qui va augmenter l'offre. Et donc, si on voit qu'on a une augmentation de l'offre, on risque après d'avoir une baisse du cours parce que si on augmente l'offre, forcément pour une même demande, on va diminuer le prix de la valeur du produit. Alors là, j'ai donné un exemple pour le cas des métaux précieux, sur l'or et l'argent, parce que ça reste entre guillemets sur le même créneau que Bitcoin, mais sur les autres classes d'actifs, sur l'immobilier et le reste, c'est exactement la même chose. Si on a une augmentation de la demande, souvent ça va se compenser par une augmentation de l'offre, et donc forcément par la suite, plus d'offres sur le marché, donc une diminution du cours, et donc après une diminution de la demande. Donc en fait, on a toujours un rééquilibrage et toujours un jeu entre l'offre et la demande. Pour Bitcoin, c'est totalement différent, et c'est le seul actif aujourd'hui pour lequel la demande ne va pas jouer sur l'offre. Et c'est d'où le modèle du stock to flow que vous connaissez sans doute. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on va avoir une diminution du nombre de bitcoins qui vont être mis en circulation jusqu'à arriver à un moment donné où on en aura 21 millions. Il n'y en aura pas un de plus sur le marché. Et donc, forcément, quand vous prenez ça en compte et quand vous comprenez que peu importe l'état de la demande, on ne pourra pas augmenter l'offre. C'est pas parce que vous allez avoir plus de mineurs qui vont rejoindre le marché parce que c'est intéressant de miner que vous allez tout de suite gagner plus d'argent. Non, parce que la difficulté de minage, elle va augmenter, donc ça va être moins rentable pour vous si vous n'êtes pas compétitif
compétitif, etc. Si demain, vous voulez acheter du Bitcoin, forcément qu'aujourd'hui c'est plus cher parce qu'il y a plus de demandes, et il y a moins de Bitcoin aujourd'hui disponibles sur le marché qu'en 2011, lorsqu'il n'y avait personne en réalité qui en demandait, et je suis persuadé que dans les temps à venir, ça sera encore pire. Et du coup, c'est là où je voulais aussi vous amener à réfléchir. C'est-à-dire que, admettons que demain, Bitcoin, ça devienne le collatéral 2.0 et le supra-collatéral du monde digital, vous pouvez très bien aujourd'hui imaginer la même chose que je vous ai évoquée avec Elon Musk, où vous avez votre Bitcoin, vous pourrez demain décider d'emprunter, de collatéraliser votre Bitcoin, donc de ne pas payer d'impôts sur les plus-values, de ne pas vendre en réalité votre Bitcoin, et de pouvoir emprunter sur une partie de votre collatéral, condition bien évidemment de faire les choses correctement, mais en effet, si demain vous décidez de collatéraliser une partie de votre Bitcoin, vous pourrez très bien imaginer le collatéraliser par exemple à 5 ou 10%, on va dire 5%, ça sera très bien, et je suis persuadé que dans plusieurs années, là où le marché des crypto-monnaies il y aura une adoption bien plus importante, ça sera beaucoup plus connu, et d'ailleurs la volatilité sera beaucoup plus faible, et comme vous l'avez compris, Bitcoin, donc l'offre ne pourra pas être modifiée, il y en aura toujours 21 millions, donc si demain on a toujours eu une inflation, une impression monétaire, une création de richesse aussi de l'autre côté. Et si d'un point de vue des investisseurs, le Bitcoin s'est vraiment vu comme étant un moyen de pouvoir protéger son capital sur le long terme, on pourrait très bien par la suite avoir une volatilité donc, qui serait presque nulle ou très très faible, ou du moins une augmentation du Bitcoin, du cours du Bitcoin qui continuerait machinalement à augmenter au fur et à mesure qu'on aurait de la création de nouvelles richesses, une nouvelle impression monétaire, etc. etc. Ça servirait un petit peu de diagramme, ou en tout cas de barème par rapport aux monnaies fiat ou aux différentes autres sources d'actifs qui pourraient exister. Donc si demain vous êtes l'heureux élu d'un seul Bitcoin, vous savez que ce Bitcoin-là, il aurait une valeur qui de toute façon ne pourrait être amené entre guillemets qu'à augmenter ou qu'à suivre l'inflation, qui ne pourrait pas être modifié, c'est-à-dire que vous n'allez pas demain pouvoir modifier et avoir 300 milliards de bitcoins en circulation, non, ça ne sera pas possible, donc vous en avez vous avez un bitcoin qui va continuer de prendre de la valeur, donc si vous collatéralisez votre bitcoin, que vous l'empruntez, vous jouez en fait le phénomène de la dette, le système de la dette, et donc lorsque vous empruntez de l'argent par exemple en immobilier, vous ne payez pas d'impôt sur votre collatéral ou sur l'emprunt qu'on vous a donné. Ça sera pareil avec votre bitcoin. Demain, votre bitcoin, il est, je dis une bêtise, à 100 000 euros, vous empruntez à 10%, donc vous empruntez 10 000 euros. Si votre bitcoin continue de prendre de la valeur, au final, ça va être beaucoup plus simple pour vous de pouvoir rembourser votre dette. En plus de ça, vous allez avoir la possibilité l'année d'après, si votre bitcoin a pris de la valeur, de pouvoir emprunter encore plus, parce que forcément il a pris de la valeur, donc la banque elle a plus en garantie que ce qu'elle vous a prêté la première année, donc vous allez pouvoir emprunter plus la seconde année, et si vous empruntez plus la seconde année, vous allez pouvoir utiliser une partie de ce capital pour rembourser les intérêts de la première année, et donc d'avoir un delta qui sera pour vous. La troisième année, ça sera pareil, Bitcoin prend de la valeur, vous continuez d'emprunter de l'argent, vous remboursez le capital que vous avez emprunté la seconde année et vous avez le delta encore pour vous. Et c'est comme ça en réalité que font les riches, c'est-à-dire que c'est impossible pour des personnes lambda de vraiment le concevoir quand vous n'avez pas été dedans. Et aujourd'hui, de collatéraliser votre Bitcoin, c'est quand même quelque chose de relativement difficile à prendre en compte parce qu'il y a une volatilité encore importante et il y a un risque aujourd'hui élevé. Mais on pourrait très bien imaginer dans les temps à venir quelque chose comme ça, où vous aurez la possibilité de collatéraliser directement votre Bitcoin, d'emprunter, et à chaque fois, vu que votre Bitcoin serait amené à gagner de la valeur avec le temps, ça sera plus simple pour vous de pouvoir rembourser votre capital, et chaque année, vous pourrez toujours réemprunter plus, rembourser le capital avec les intérêts que vous aviez empruntés l'année d'avant, et entre guillemets, d'avoir de l'argent gratuit de plus en plus chaque année, quoi. Et c'est ce que font aujourd'hui les plus riches. Les plus riches ne vendent pas leurs actifs, ils les collatéralisent, ils profitent de la hausse, ils ne payent pas d'impôt dessus, et en plus de ça, ils utilisent le phénomène un petit peu de la dette, le système de dette, pour emprunter toujours plus, créer toujours plus de capital, créer toujours plus de richesse, etc. etc. Et donc c'est une vision en tout cas moi que je garde en tête. C'est pas pour autant que je l'utiliserai aujourd'hui parce qu'on en est encore qu'au tout début. Je pense qu'aujourd'hui la volatilité elle est encore bien trop importante pour pouvoir utiliser ce phénomène-là, mais ayez-le en tête. Si aujourd'hui vous voyez uniquement Bitcoin comme étant un moyen, tiens je l'ai vite, c'est la patate chaude, je le dépense et je vais acheter une voiture, je vais acheter n'importe quoi avec, vous pourriez faire une très grosse erreur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter des cycles, moi je profite des cycles comme vous, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'il y a des halvings tous les 4 ans, il y a quand même des bulles, etc. Il y a des gros retracements de 80% à chaque fois. Est-ce que ça va continuer comme ça dans les temps à venir? Je ne sais pas, mais si vous avez une vision long terme, si vous réfléchissez en tout cas à ce que je viens de vous dire,
je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant dans les temps à venir. Vous me direz d'ailleurs dans la section commentaires si vous connaissiez cette troisième méthode. Après avoir creusé quand même pas mal le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas du tout évoqué, en tout cas dans la communauté francophone, et je trouvais ça pertinent de vous le présenter aujourd'hui. Donc vous me direz si ça vous parle, en fait, ce que je viens de vous expliquer, si clairement pour vous ça vous parle pas du tout, si c'est à des années-lumière de ce que vous aviez pu penser, si ça vous semble pertinent aussi ce que je viens de vous évoquer. En tout cas, j'ai jugé quand même utile de vous le présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouverez, pour tous ceux que ça intéresse et qui souhaitent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, dans la description de la vidéo, le lien vers notre guide qui est offert où on vous explique les étapes pour commencer sur le marché des crypto-monnaies. Et pour tous ceux qui voudront aller plus loin avec nous, vous avez le lien vers tous nos programmes de formation et notamment notre programme phare, CryptoStart, où là on va vraiment dans le détail et on vous montre étape par étape qu'est-ce que vous devez faire, comment vous pouvez investir, comment vous pouvez profiter des différents cycles de marché, comment avoir un bon plan d'entrée, un bon plan de sortie, etc. etc. Donc n'hésitez pas à cliquer dans la description de la vidéo, de voir un petit peu si ça peut vous intéresser. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!